Lors d'une fête avec les amis de mon mari, j'ai essayé de l'embrasser pendant que nous dansions. Il m'a repoussé et a dit, « Je préférerais embrasser mon chien plutôt que de t'embrasser. » Tout le monde a ri. Puis il a ajouté, « Tu ne réponds même pas à mes critères. » Reste loin de moi, les rires se sont intensifiés. J'ai souri comme si ça ne me faisait pas mal, mais quand j'ai finalement répondu, le silence s'est installé dans la pièce. Certains mots piquent, mais les miens coupent plus profondément. Souviens-toi, quand quelqu'un te demande ce que tu fais, dis simplement que tu travailles à l'hôpital. Caleb me coachait pendant que je fermais la fermeture éclair de la robe de créateur qu'il avait choisie, mais pour laquelle il ne m'avait fait aucun compliment. Ne mentionne pas que tu diriges l'unité de cardiologie. Ces gens ne veulent pas entendre parler de trucs médicaux en soirée. Il me faisait répéter à nouveau, de la même manière qu'il le faisait avant chaque réunion avec son cercle de la société d'investissement, scénarisant mes réponses pour s'assurer que je ne lui ferais jamais de l'ombre. Il y a 5 ans, il s'était vanté auprès de tout le monde d'épouser une chirurgienne. Maintenant, il traitait ma carrière comme un secret embarrassant qui pourrait accidentellement s'échapper si je n'étais pas assez prudente. Avant de continuer, je veux vous remercier de me rejoindre aujourd'hui. Si vous pensez que l'humiliation publique dans un mariage n'est jamais acceptable, et que tout le monde mérite le respect, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces histoires. Je me tenais devant le miroir de notre chambre, ajustant le tissu vert émeraude qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La robe était belle, je suppose, mais elle me donnait l'impression d'être un costume, pour une pièce où j'aurais oublié tout mon texte. Derrière moi, Caleb continuait son rituel de préparation, vérifiant son col pour la 17e fois. Oui, j'ai compté. C'était plus facile de se concentrer sur ces ajustements obsessionnels que de penser à comment nous en étions arrivés là. Les Jenkins seront là, continua-t-il, en faisant défiler son téléphone. Rappelle-toi, il est dans les fusions et acquisitions, pas dans le capital investissement. Ne mélange pas encore tout. Et sa femme s'appelle Patricia, pas Paula. J'avais envie de lui dire que je l'appelais Patricia depuis 3 ans, que l'incident avec Paula était son erreur, à la fête de Noël de l'année dernière. Mais les corrections ne faisaient plus partie de notre script. À la place, je le regardais se transformer dans le miroir, chaque ajustement à son apparence étant un pas de plus, l'éloignant de l'homme qui, autrefois, attendait devant l'hôpital avec du café et des fleurs après mes chirurgies difficiles. J'ai sauvé un garçon de 12 ans aujourd'hui, dis-je doucement, pour tâter le terrain. Sa valve mitrale était. C'est super, chérie, m'interrompit Caleb, sans lever les yeux de son téléphone. Mais personne ne veut entendre parler de sang et de procédures pendant l'apéritif. Ça met les gens mal à l'aise. Contente-toi de sujets légers. La météo, les projets de vacances, peut-être ce nouveau restaurant en ville dont tout le monde parle. La météo. 5 ans d'école de médecine, 3 ans d'internat, 2 ans à diriger l'unité de cardiologie dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Et il voulait que je discute de formations nuageuses avec des banquiers d'affaires qui, probablement, ne sauraient même pas trouver leur propre pouls. Mon téléphone a vibré, un message de mon équipe chirurgicale. Le garçon était stable, demandant déjà quand il pourrait rejouer au baseball. Sa mère avait pleuré quand je lui avais dit que l'opération avait réussi. Ces larmes comptaient plus pour moi que n'importe quelle invitation à une soirée, mais les mentionner violerait les règles d'engagement soigneusement construites par Caleb. Aussi, ajouta Caleb, me regardant enfin à travers le miroir plutôt que directement. Marcus a posé des questions sur nos plans pour la collecte de fonds Hamilton le mois prochain. Je lui ai dit que nous prendrions une table. C'est $50 000, mais c'est important pour la visibilité. $50 000 pour la visibilité. Pendant ce temps, le service de pédiatrie avait besoin de nouveaux équipements de surveillance que le conseil d'administration de l'hôpital jugeait trop cher, à $30 000. J'avais prévu de faire un don personnel, mais apparemment, notre argent était déjà alloué aux opportunités de réseautage de Caleb. Prête, demanda-t-il, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Il se dirigeait déjà vers la porte, s'attendant à ce que je le suive comme un accessoire bien dressé. La descente en ascenseur semblait plus longue que d'habitude. Caleb passait en revue les noms et les détails des invités de ce soir, me traitant comme une actrice qui avait besoin d'être coachée avant sa performance. Tom Morrison a conclu cet accord pharmaceutique la semaine dernière. Félicite-le, mais ne demande pas de détails. Et évite Jennifer Whitfield si elle a bu. Elle devient bavarde sur leurs problèmes de couple.
Je hochais la tête aux moments appropriés, tout en pensant à la mère de mon patient, à la façon dont elle m'avait saisi les mains et m'avait béni en 3 langues différentes. Ça, c'était réel. C'était substantiel. Ce trajet en ascenseur vers une autre soirée où je prétendrais être moins que ce que j'étais. C'était ça, la performance. Le voiturier nous a amené notre voiture avec une efficacité bien rodée. La main de Caleb s'est posée sur le bas de mon dos alors que nous entrions dans l'immeuble de Marcus, non par affection, mais par positionnement. Il faisait cela à chaque événement public, marquant son territoire tout en me maintenant simultanément à la distance précise qui suggérait la complicité, sans véritable intimité. « Souviens-toi » murmura-t-il alors que nous attendions l'ascenseur pour le Penthouse. « Souris plus ce soir. Tu avais l'air misérable à la dernière soirée. Ce sont des gens importants, Claire. Ma carrière dépend de ces relations. Sa carrière, pas la nôtre. Jamais la nôtre, désormais. » L'ascenseur s'est ouvert directement sur le Penthouse de Marcus, et j'ai regardé Caleb se transformer complètement. Ses épaules se sont redressées, son sourire s'est activé avec une précision d'orfèvre. Sa voix a pris ce timbre confiant qui, selon lui, le faisait paraître plus autoritaire. « Marcus !» s'est-il exclamé, retirant sa main de mon dos pour lui serrer la main avec un enthousiasme qui disparaîtrait dès notre retour à la maison. Caleb et Claire. Marcus a ajouté mon nom comme une pensée après coup. Ses yeux me dépassaient déjà pour voir qui d'autre était arrivé. C'était mon rôle, maintenant. La pensée après coup, le +1, la partenaire silencieuse dans un partenariat qui était devenu tout sauf égalitaire. Jennifer Whitfield s'est approchée avec des bises en l'air et du champagne. Claire, ma chérie, tu es ravissante. Cette robe est divine. Caleb a vraiment bon goût. Même mon apparence n'était plus ma propre réussite. La robe que je portais, les chaussures à mes pieds, la manière soignée dont j'avais coiffé mes cheveux, tout était crédité aux sélections de mon mari, comme si j'étais une poupée qu'il habillait pour l'exposer. Merci, ai-je répondu avec le ton mesuré qui, je l'avais appris, gardait les conversations brèves. Trop d'enthousiasme invitait à des questions de suivi. Trop peu me faisait passer pour quelqu'un de difficile. L'équilibre était épuisant. Claire travaille à l'hôpital, intervint Caleb avec douceur lorsque Marcus me demanda ce que j'avais fait dernièrement. Juste, travaille à l'hôpital. Pas, dirige l'unité de chirurgie cardiaque, ni, a sauvé la vie d'un enfant aujourd'hui, ni, gagne le double de mon salaire en maintenant les gens en vie. Juste, travaille à l'hôpital, comme si j'organisais des systèmes de classement ou si je livrais des plateaux repas. Je me tenais là, dans ma robe chère, tenant un champagne dont je ne voulais pas, souriant à des gens qui regardaient à travers moi plutôt que de me regarder, et j'ai pris une décision. Ce soir serait différent. Ce soir, j'allais essayer une fois de plus de renouer avec l'homme que j'avais épousé. De trouver un vestige de la personne qui avait été fière de mes accomplissements, au lieu d'en être menacée. Une dernière tentative pour sauver ce que nous avions construit, avant que tout ne s'effondre complètement. Si cela échouait, et une partie de moi savait déjà que ce serait le cas, alors au moins, je saurais que j'avais tout essayé avant ce qui viendrait ensuite. La conversation autour de moi a dérivé vers les projections trimestrielles et la volatilité du marché, des termes qui flottaient comme un bruit de fond. Pendant que je regardais la pièce se transformer, quelqu'un avait tamisé les lumières, et la musique était passée d'un jazz de cocktail entraînant à quelque chose de plus lent, plus intime. Marcus a pris la main de Jennifer avec une aisance consommée, l'entraînant vers l'espace qu'ils avaient libéré près des portes de la terrasse. Tyler a serré Sarah contre lui, lui murmurant quelque chose qui l'a fait rire et posé sa tête sur son épaule. Je me tenais en marge de leur bonheur, tenant mon verre de vin vide comme un accessoire que j'avais oublié comment utiliser. Les couples se mouvaient ensemble avec une synchronisation si naturelle, un confort si évident en la présence de l'autre. Quand Caleb et moi avions-nous perdu cela, ou l'avions-nous jamais vraiment eu? Un serveur est passé avec un plateau de champagne. J'ai posé mon verre vide et en ai pris un plein, le buvant plus vite que je n'aurais dû. Les bulles brûlaient légèrement, me donnant quelque chose sur quoi me concentrer, autre que la douleur grandissante dans ma poitrine. De l'autre côté de la pièce, Caleb était en pleine discussion avec Bradley et un client dont j'avais déjà oublié le nom, ses mains s'agitant avec animation alors qu'il expliquait quelque chose qui les faisait tous hocher la tête comme des marionnettes synchronisées. L'introduction au piano d'une chanson que j'ai reconnue a rempli l'espace. C'était similaire à ce qui avait joué à notre réception de mariage à l'hôtel Drake, il y a 5 ans. Pas exactement la même chanson, mais assez proche pour me couper le souffle.
Cette nuit-là, Caleb m'avait entraîné sur la piste de danse vide à 2 heures du matin. Nous étions tous les deux pieds nus, ivres de champagne et de possibilités. Nous allons avoir une vie si belle, avait-il murmuré à mon oreille. Des enfants, une maison avec un jardin. Les dimanches matins à lire le journal sur le porche. Tout, clair. Nous allons tout avoir. Ce souvenir m'a poussé en avant que je ne puisse y réfléchir. Ma main a trouvé le coude de Caleb, le tissu de sa veste de costume, lisse et cher sous mes doigts. La conversation s'est arrêtée net. Bradley m'a regardé avec une irritation à peine dissimulée. Le client semblait confus, et la mâchoire de Caleb s'est crispée de cette manière qui signifiait que j'avais enfreint le protocole. Danse avec moi. Les mots sont sortis plus petits que je ne l'avais prévu. Plus une supplique qu'une invitation. Les yeux de Caleb se sont tournés vers ses collègues, calculant les mathématiques sociales du moment. Refuser aurait mauvaise presse. Accepter interromprait son réseautage. Je pouvais le voir peser les options, trouver le chemin de moindre résistance. « Messieurs, si vous voulez bien m'excuser, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le devoir m'appelle. Le devoir. C'est ce que j'étais devenu. Sa main sur ma taille semblait mécanique, positionnée à la distance exacte qui suggérait le mariage sans l'intimité. Ma main sur son épaule a rencontré un tissu qui aurait aussi bien pu être une armure. Nous avons commencé à bouger, mais c'était mécanique, comme deux étrangers suivant des instructions de cours de danse plutôt qu'un couple marié partageant un moment. L'affaire Patterson semble prometteuse, dit-il. Ses yeux étaient fixés quelque part par-dessus mon épaule, suivant probablement qui parlait à qui, quelle connexion se faisait sans lui. C'est bien, ai-je murmuré, essayant de le tirer plus près pour trouver un écho de l'homme qui avait dansé avec moi jusqu'à l'aube. Son corps a résisté, maintenant cette distance prudente. Tout en lui irradiait l'impatience. Le tapotement de ses doigts contre ma taille. La façon dont son poids se déplaçait, comme s'il planifiait déjà sa sortie. La surveillance constante de la pièce qui signifiait que je ne valais pas sa pleine attention, même pour une danse. Autour de nous, d'autres couples se balançaient avec une intimité facile. Jennifer avait ses bras enroulés autour du cou de Marcus, ses chaussures abandonnées quelque part, riant de quelque chose qu'il avait murmuré. Sarah et Tyler bougeaient à peine, se tenant juste l'un l'autre comme si le reste de la pièce avait disparu. Même les couples plus âgés, ceux qui étaient mariés depuis des décennies, se déplaçaient avec une familiarité confortable qui me serrait la poitrine. Le vin, la musique et le souvenir de temps meilleurs ont créé un moment d'espoir dangereux. Peut-être que si je pouvais juste combler cette distance, juste lui rappeler ce que nous avions. J'ai regardé Jennifer embrasser la joue de Marcus, j'ai vu Tyler repousser les cheveux de Sarah avec des doigts doux, j'ai remarqué comment chaque autre couple semblait exister dans sa propre bulle privée d'affection. Je me suis penché. Ce n'était pas censé être dramatique ou passionné. Juste un simple baiser. Le genre que les gens mariés partagent dans les soirées quand la musique est douce et l'éclairage indulgent. Le genre qui dit « nous sommes toujours là ». Toujours nous. Toujours ensemble malgré tout. Caleb s'est reculé si violemment que plusieurs personnes se sont retournées pour regarder. Son visage s'est tordu de dégoût sincère, comme si j'avais essayé de lui faire avaler de force quelque chose de toxique. Et puis, assez fort pour que tout le monde entende, assez clairement pour que la musique ne puisse le masquer, il a prononcé les mots qui se rejoueraient dans mon esprit pour toujours. Je préférerais embrasser mon chien plutôt que de t'embrasser. Le rire a été immédiat et cruel. Marcus a failli renverser son verre. La main de Jennifer s'est envolée vers sa bouche dans un choc ravi. Bradley a carrément applaudi, comme si Caleb venait de livrer la chute d'une blague que tout le monde attendait. Le son s'est abattu sur moi par vagues. Chaque rire, une blessure distincte. Chaque gloussement, une confirmation que j'étais la blague, que j'avais toujours été la blague. Mais Caleb n'avait pas fini. Le rire avait nourri quelque chose en lui, validé le récit qu'il avait construit sur nous, sur moi. Il a élevé la voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre le rappel. Tu ne réponds même pas à mes critères. Reste loin de moi. Plus de rire. Quelqu'un a sifflé. Un téléphone est apparu dans la main de quelqu'un. Était-il en train d'enregistrer ça? Mon visage brûlait, mais mon corps était devenu froid, figé au centre de leur amusement comme un spécimen épinglé pour examen. La pièce tournait légèrement, non pas à cause du champagne, mais à cause de la clarté soudaine et dévastatrice qui m'a inondé.
Chaque signal d'alarme que j'avais ignoré s'est assemblé en une parade de vérité. Le dîner d'anniversaire qu'il avait annulé pour une réunion client urgente qui, selon son Instagram, n'avait jamais eu lieu. Les chambres séparées pendant les trimestres stressants qui s'étaient étendus sur 8 mois. La façon dont ses vêtements sentaient parfois un parfum que je ne portais pas. Les dépenses mystérieuses sur notre carte de crédit qu'il avait justifiées comme des divertissements pour clients. La façon dont il avait cessé de dire « je t'aime », sauf en réponse, jamais en initiation. Je me tenais là, dans ma robe chère, entouré de rires qui sonnaient comme du verre brisé, et j'ai compris avec une clarté parfaite que j'avais pratiqué une réanimation sur quelque chose qui était mort depuis des années. J'avais été si concentré à essayer de ranimer ce que nous avions eu que je n'avais pas remarqué que le cadavre avait commencé à pourrir. Quelque chose a changé en moi, une plaque tectonique glissant vers une nouvelle position. L'humiliation était toujours là, brûlant comme de l'acide. Mais en dessous, quelque chose d'autre a émergé. Quelque chose de froid et de calculateur, quelque chose qui comprenait la différence entre être blessé et être détruit. Il riait encore, mais je n'étais pas brisé. Plus maintenant. Mon sourire a commencé petit, juste une légère inflexion au coin de ma bouche. Pas le sourire poli que j'avais perfectionné pour ces rassemblements. Pas l'expression diplomatique que je portais lors des réunions du conseil d'administration de l'hôpital. C'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui venait d'un endroit plus profond. Et j'ai regardé ce sourire faire vaciller et mourir les rires autour de moi, comme une flamme soudainement privée d'oxygène. Tu sais quoi, Caleb? Ma voix est sortie stable, clinique, du même ton que j'utilisais pour expliquer un diagnostic terminal aux familles. Tu as absolument raison. Je ne réponds pas à tes critères. Son sourire narquois s'est élargi, confondant mon accord avec une reddition. Bradley a gloussé et lui a tapé sur l'épaule. Marcus a levé son verre dans un salut moqueur. Il pensait assister à mon humiliation finale, à mon acceptation de son rejet public. Tes critères exigent quelqu'un qui ne connaît pas le comte Fitzgerald. Les mots sont tombés comme des instruments chirurgicaux sur un plateau d'acier. L'expression de Caleb a changé, la suffisance s'écoulant comme si on avait retiré un bouchon. Ses yeux ont filé vers Bradley, puis sont revenus sur moi. Le silence s'était fait dans la pièce, au point que je pouvais entendre les glaçons s'installer dans le verre de quelqu'un. De quoi tu parles? La voix de Caleb avait perdu son timbre confiant. J'ai fouillé dans ma pochette et j'ai sorti mon téléphone. L'appareil me semblait soudain être une arme que j'avais dissimulée toute la soirée. Tes critères ont besoin de quelqu'un qui n'a pas passé les 3 derniers mois à documenter chaque anomalie dans nos comptes. Quelqu'un qui n'a pas engagé un expert comptable judiciaire quand elle a remarqué 50 000 $ transitant par des sociétés écrans au Caïman. Jennifer s'est penchée en avant, son visage parfaitement maquillé montrant la première émotion sincère que j'avais jamais vue de sa part. Marcus a posé son verre avec un clic sec contre le comptoir en marbre. L'atmosphère dans la pièce était passée d'un amusement cruel à une tension électrique. C'est ridicule, a dit Caleb, mais sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. J'ai fait défiler mon téléphone avec une lenteur délibérée, laissant chaque mouvement construire la tension. Voici le rapport d'audit. Les documents d'enregistrement des sociétés écrans, les virements bancaires datés des mêmes jours où tu prétendais être à des conférences auxquelles, fait intéressant, tu n'as jamais assisté. J'ai tourné l'écran vers la foule, les regardant se pencher comme des papillons de nuit vers une flamme. Owen Bradley, mardi 15 mars, 15h47. Dois-je jouer l'enregistrement de vous deux discutant de la façon de détruire les preuves avant l'examen trimestriel? Le visage de Bradley est passé du aller au gris en quelques secondes. C'est. Tu ne peux pas. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Caleb a rempli la pièce depuis le haut-parleur de mon téléphone. Faible, mais sans équivoque. Nous devons tout effacer avant que Davison ne vérifie les livres. Transfère-le via la filiale. Puis ferme-la. Fais passer ça pour une erreur de client. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Le son de celui-ci se brisant contre le marbre a ponctué parfaitement l'aveu enregistré de Caleb. Marcus a reculé en trébuchant, sa main cherchant le mur pour se stabiliser. Le comte Fitzgerald. C'était le portefeuille de retraite de mon père. Tes critères, ai-je continué, ma voix tranchant à travers le chaos qui commençait à monter, exigent également quelqu'un qui ne connaît pas Amanda. Qui est Amanda? La voix de Sarah était vive, mais elle ne me posait pas la question à moi. Elle s'était tournée vers Tyler, son petit ami, dont le visage était soudainement devenu pâle.
La stagiaire de 23 ans de la société de Tyler, ai-je dit, regardant les dominos commencer leur cascade inévitable. Celle qui avait si désespérément besoin de ce poste en marketing. Celle que Caleb a visitée dans son appartement tous les jeudis. La cousine de Tyler, en fait. C'est drôle comme ces choses sont liées. La main de Sarah a heurté le visage de Tyler avant qu'il ne puisse répondre. La gifle a résonné dans le pantouse comme un coup de feu. Ta cousine? Celle que tu disais avoir besoin d'aide pour sa carrière? Tes critères ont besoin de quelqu'un qui ne lit pas les messages textes. J'ai fait défiler mon téléphone, trouvant les captures d'écran que j'avais sauvegardées. Comme celui-ci, d'il y a 3 heures. Hâte d'en finir avec cette soirée ennuyeuse pour pouvoir te voir demain. Claire est tellement désespérée, c'est embarrassant. Ou celui-ci, de mardi dernier. Ma femme est pathétique. Elle pense vraiment que je travaille tard. Jennifer s'était rapprochée, lisant par-dessus mon épaule. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, puis plus fort, en se tournant vers Marcus. Les pilules. Les pilules qui manquent dans notre armoire à pharmacie. Tu as dit que tu n'en avais pas, quelle pilule, demanda Marcus, mais sa confusion semblait sincère. Les petites bleues, la voix de Jennifer montait. Tu as dit que tu n'en avais pas besoin, mais elle continue de disparaître. Et maintenant, elle s'est retournée brusquement vers Caleb. Tu étais chez nous la semaine dernière pour le match. Tu as utilisé notre salle de bain. Caleb s'est alors jeté sur moi, sa main cherchant mon téléphone. Mais j'ai esquivé avec la même précision que j'utilisais pour naviguer autour des tables d'opération. Des années de formation chirurgicale m'avaient appris l'économie de mouvement, et il a trébuché en me dépassant, se rattrapant à une table décorative qui a vacillé sous son poids. Le portefeuille Whitman, ai-je annoncé à la pièce, qui était devenu un tableau d'horreur figé. Vérifiez vos relevés, tout le monde. Vérifiez-les vraiment. Ces rendements spectaculaires que Caleb montrait. Des mathématiques créatives. L'argent a été détourné vers des comptes au Panama. Le FBI est au courant de tout. Tu mens. La voix de Caleb était devenue aiguë, désespérée. J'ai affiché un autre document sur mon téléphone. Le bureau du procureur fédéral n'est pas d'accord. Ceci est la confirmation que des mandats d'arrêt seront signifiés lundi matin à votre cabinet. Pendant la réunion des partenaires, plus précisément. L'agent Patterson a pensé que le timing serait particulièrement efficace. La pièce a explosé. Marcus criait à propos de l'argent de son père. Jennifer hurlait sur Marcus à propos des pilules, demandant comment il avait pu ne pas savoir. Sarah exigeait que Tyler explique son rôle dans tout ça pendant qu'il balbutiait des dénégations. Bradley avait sorti son téléphone, tapant frénétiquement, essayant probablement de déplacer de l'argent, d'avertir quelqu'un ou de réserver un vol vers un pays sans extradition. Au milieu de tout cela, Caleb se tenait figé au centre du chaos qu'il avait créé. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui comme un château de cartes dans un ouragan. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Pour une fois, il n'avait pas de script, pas de déviation charmante, pas de public prêt à rire de sa cruauté. Oh, et Caleb, ai-je dit, ma voix tranchant à travers le bruit. Ta mère sait tout. Eleanor m'a appelé la semaine dernière, après que son comptable a trouvé des anomalies dans le fonds de pension que tu gères pour elle. Nous avons eu une conversation très intéressante sur où l'argent de la retraite de ton père est réellement allé. Ses jambes semblèrent flancher. Puis il s'affaissa sur l'une des chaises de créateur de Marcus, la tête dans les mains. L'homme qui, 5 minutes plus tôt, se tenait au centre de la pièce en me comparant à un chien, avait été réduit à quelque chose de petit et de pathétique, entouré par les décombres de sa propre fabrication. Le son de mes talons sur le marbre était le seul bruit alors que je marchais vers la porte. Chaque pas, mesuré et délibéré. La foule s'est écartée, certains me fixant avec choc, d'autres avec quelque chose qui aurait pu être du respect, ou de la peur. À l'entrée du Pantouse, je me suis retourné une dernière fois. La scène était parfaite dans sa destruction. Les rois et reines des fonds fiduciaires, réduits à surler des accusations. L'architecture sociale soignée qu'ils avaient construite s'effritait à mesure que chaque révélation exposait un autre mensonge, une autre trahison, un autre crime. Et au centre de tout cela, mon mari, non, mon futur ex-mari, était assis, le visage dans les mains, comprenant enfin ce que cela faisait d'être mis à nu et humilié devant tous ceux qui comptaient pour lui. J'ai poussé la porte du Pantouse et suis entré dans le couloir, mes talons créant un rythme sec contre le sol en marbre. Derrière moi,
le chaos continuait, des voix s'élevaient en accusation, des meubles raclaient alors que les gens bougeaient, les exigences stridentes de Jennifer pour des réponses tranchant à travers tout cela. Mais devant moi, il n'y avait que le silence et les portes scintillantes de l'ascenseur au bout du couloir. Ma main était stable lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'appel, bien que je sente l'adrénaline commencer à refluer, laissant quelque chose de creux dans son sillage. L'ascenseur est arrivé avec un doux carillon qui semblait trop joyeux pour ce qui venait de se passer. Alors que j'entrais, la voix de Jennifer a soudainement retenti derrière moi. « Claire, attends. » Elle se tenait dans l'embrasure de la porte du Penthouse, son maquillage maculé, tenant quelque chose dans sa main. Le collier, une pièce en diamant qu'elle avait exhibée toute la soirée. « Ce collier, dit-elle, sa voix tremblante. Tu as dit qu'il avait été acheté avec les fonds fiduciaires Sherman. Vérifie la date d'achat par rapport au registre de retrait. 28 mars, 42 000 $. Les mots sont sortis, cliniques, factuels. Tu devrais peut-être l'enlever avant que le gel des avoirs ne frappe lundi. Ils le considéreront comme une preuve. Elle a arraché le collier si rapidement que le fermoir s'est cassé, les diamants se dispersant sur le marbre comme des promesses brisées. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur elle, se précipitant pour les ramasser. Et soudain, j'étais seul dans ce petit espace en miroir, en train de descendre. 30 secondes. C'est ce que je me suis accordé. 30 secondes pour trembler, pour sentir l'ampleur de ce que je venais de faire. Mes mains tremblaient alors que je m'agrippais à la rampe. Mes jambes, soudainement instables dans des talons qui m'avaient porté à travers des chirurgies de 12 heures, semblaient soudainement inadéquates pour ce moment. 28 secondes. 29:30. J'ai redressé ma colonne vertébrale, sorti mon téléphone et tapé un message à mon avocat. C'est fait. Tout est en mouvement. Dépose les papiers lundi matin. La réponse a été immédiate. Les enregistrements de sécurité. Ils auront tout. Assure-toi que Patterson le sache. L'ascenseur s'est ouvert sur le hall où le portier a hoché la tête poliment, ignorant la destruction qui se produisait 40 étages plus haut. Dehors, le voiturier a amené ma voiture. J'avais conduit séparément, sachant d'une manière ou d'une autre que j'aurais besoin de ma propre voie d'évasion. Le trajet de retour s'est fait en mode automatique, la mémoire musculaire naviguant pendant que mon esprit rejouait chaque instant, chaque mot, chaque expression sur le visage de Caleb alors que son monde s'effondrait. Notre maison se dressait, sombre, sous les lampadaires, exactement comme lorsque nous l'avions quitté 3 heures plus tôt. Bien que tout ait changé. Je me suis garé dans le garage et suis resté assis un moment, fixant les clubs de golf de Caleb montés au mur, son VTT qu'il n'utilisait jamais. Les outils qu'il n'avait jamais ouverts. Des accessoires dans la performance d'une vie qu'il voulait que les gens pensent qu'il menait. À l'intérieur, j'ai agi avec détermination. Boîte après boîte est montée de la salle de stockage du sous-sol. Les bonnes, celles que nous avions gardées de nos cadeaux de mariage, robustes et propres. Son diplôme de Harvard est descendu du mur en premier, le cadre plus lourd que prévu. Le verre me renvoyait mon visage comme une accusation. Dans la boîte il est allé, suivi de sa collection de boutons de manchettes rangés dans leur écrin de velours. Chaque paire, un cadeau de client dont il volait l'argent. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Le nom de Caleb apparaissant encore et encore. Je l'ai laissé sonner pendant que j'emballais ses costumes, chacun repassé et suspendu dans des housses. Ses chaussures, cirées et appariées. La montre que son père lui avait donnée pour sa remise de diplôme. Je l'ai tenu un instant, me souvenant de sa fierté, de la façon dont il l'avait montré à tout le monde au dîner ce soir-là. Son père, dont Caleb avait vidé le fonds de pension. Un texto est passé. Claire, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Puis un autre, tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Et un autre, tu as tout ruiné, toute ma vie. Suivi de, je te le ferai payer. Puis, s'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Le choc émotionnel de ces messages m'aurait peut-être affecté autrefois, maintenant, il n'était que la preuve d'un homme cherchant désespérément une prise alors qu'il tombait. J'ai trouvé notre album de mariage dans le tiroir du bas de son bureau, caché sous des documents fiscaux. La couverture était en cuir ivoire avec nos initiales embossées en or. À l'intérieur, cette femme en blanc me souriait, rayonnante de certitude quant à son avenir. Caleb se tenait à côté d'elle, sa main sur sa taille, la regardant comme si elle était tout ce qu'il avait toujours voulu. Quand ce regard avait-il changé?
Quand était-elle devenue un accessoire à gérer plutôt qu'une partenaire à chérir? Les larmes sont venues alors, non pas pour lui ou pour nous, mais pour elle, cette femme qui avait cru à l'éternité, qui avait pensé que l'amour signifiait plus que la performance et la possession. Je me suis assise sur le sol de son bureau, entouré de boîtes de sa vie, et j'ai pleuré la mort de sa foi naïve dans les fins heureuses. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Emma est apparu à l'écran. J'ai vu la story Instagram de Jennifer, a dit ma sœur sans préambule. Ça s'est coupé en plein milieu, mais il y avait des cris. Tu vas bien? Peux-tu venir? Ma voix semblait rauque, inconnue. Je suis déjà dans la voiture. J'arrive dans 3 heures. Le lendemain matin est arrivé, gris et silencieux. Emma était arrivée à 2 heures du matin avec une valise et un sac de courses, me trouvant endormie sur le canapé, entourée de boîtes. Elle m'avait couverte d'une couverture et avait commencé à faire du café, l'odeur me tirant de rêves agités de diamants tombants et de sol en marbre. Tu as une réunion, dit-elle en me tendant une tasse. David Patterson, 9 heures. Café Luna. J'avais oublié que je lui en avais parlé lors de notre séance de planification nocturne. Patterson était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle avec une vue dégagée sur les 2 sorties. Les habitudes du métier, je suppose. Il s'est levé quand il m'a vu. Professionnel, mais pas sans gentillesse. Madame Hartley. Bientôt de nouveau Mademoiselle Morrison. Il a hoché la tête, comprenant. J'ai fait glisser la clé USB sur la table. 3 ans de preuve, compressés dans un appareil plus petit que mon pouce. Ma mère l'a remarqué en premier, ai-je expliqué. C'est une comptable à la retraite, elle fait nos impôts pour nous rendre service. De petites anomalies qui ne correspondaient pas à nos revenus déclarés. J'ai commencé à tout documenter après ça. Patterson a examiné les fichiers sur son ordinateur portable, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque document. C'est complet. Avec ce que vous avez révélé hier soir et cette documentation, nous avons assez pour des accusations fédérales. Les avoirs de Caleb seront gelés d'ici midi. Marcus Whitfield et Tyler Coleman sont maintenant aussi sous enquête. Et mon accord d'immunité? Bétonné. Vous n'étiez pas au courant de l'activité criminelle quand elle a commencé. Vous l'avez signalée dès que vous l'avez découverte, et vous coopérez pleinement. Vous êtes protégé. De retour à la maison, Emma avait réorganisé les meubles, poussant le fauteuil de Caleb dans le garage, centrant le canapé que j'avais acheté avant de le rencontrer. Celui dont il s'était toujours plaint qu'il était trop mou, trop bleu, trop quelque chose. Il détestait ce canapé, dis-je en m'y enfonçant. Tu te souviens quand il t'a fait manquer le 70e anniversaire de papa, a soudainement dit Emma. Il disait que c'était un dîner client crucial. J'ai hoché la tête, me souvenant de la déception dans la voix de notre père quand j'avais appelé pour annuler. J'ai vu des photos sur Instagram ce soir-là. Il était à l'inauguration d'un club avec cette bande. Pas de clients, juste du champagne et des gens qui n'étaient pas toi. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Des sœurs qui s'étaient éloignées pendant mon mariage, retrouvant maintenant leur chemin l'une vers l'autre. Emma a sorti son ordinateur portable et, ensemble, nous avons commencé à faire des listes. Rendez-vous d'avocat, conseiller financier, soutien thérapeutique. Des étapes pratiques vers une vie qui serait uniquement la mienne. Lundi matin est arrivé avec un soleil inattendu qui filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital. Emma était partie pour Milwaukee à l'aube, promettant de revenir le week-end suivant, et j'avais conduit jusqu'au Northwestern Memorial en pilote automatique, mon esprit soigneusement compartimenté entre la chirurgie à venir et la connaissance de ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Le patient avait 17 ans, un joueur de basket du lycée de Lincoln Park, qui s'était effondré pendant un entraînement à cause d'une malformation cardiaque non détectée. Ses parents étaient assis dans la salle d'attente, se tenant la main avec le même espoir désespéré que j'avais vu des centaines de fois. Je me suis concentré sur leur visage en expliquant la procédure, utilisant leur peur pour m'ancrer dans ce moment, ce but, cette vie qui existait séparément de la destruction qui se déroulait dans les immeubles de bureaux du centre-ville. Dans la salle d'opération, mon équipe s'est assemblée avec une efficacité bien rodée. Le docteur Rodriguez, mon résident senior, étudiait les moniteurs en prenant des notes. Sarah, mon infirmière chirurgicale préférée, disposait les instruments avec une précision méthodique. Ils se déplaçaient autour de moi comme un orchestre bien répété, ignorant que leur chef d'orchestre suivait intérieurement le temps, sachant qu'à 10 heures précises, des agents du FBI entreraient chez Davison, Klein et Associates.
Scalpel, dis-je, ma voix stable à travers le masque chirurgical. Le poids de l'instrument dans ma main me semblait être la vérité, quelque chose de réel et de déterminé. Ici, dans cette salle stérile avec son environnement contrôlé et ses objectifs clairs, je pouvais sauver une vie pendant qu'une autre vie, celle que j'avais construite avec Caleb, se terminait officiellement. L'opération s'est prolongée jusqu'à sa 3e heure lorsque le docteur Rodriguez a commenté mon calme inhabituel. Vous êtes différente aujourd'hui, docteur Morrison. Plus concentré, en quelque sorte. Si seulement il savait que chaque coupe précise, chaque suture soignée était une méditation contre l'imagination du visage de Caleb lorsque les agents entreraient dans cette salle de conférence. La réunion des partenaires commençait toujours à 10 heures pile. Davison serait au milieu de sa présentation sur les projections trimestrielles lorsque les portes s'ouvriraient. Les arrestations seraient publiques, visibles, impossibles à déformer ou à expliquer. 4 heures plus tard, nous avons rencontré du tissu cicatriciel inattendu d'une vieille blessure que le garçon n'avait pas mentionnée. J'ai travaillé méthodiquement, déroutant les vaisseaux avec la même patience que j'avais utilisée pour documenter 3 ans de crimes financiers. Chaque défi dans cette chirurgie pouvait être résolu avec compétence et persévérance. Contrairement au mariage bâti sur des mensonges, les cœurs pouvaient réellement être réparés. 7h14 après la première incision, j'ai refermé la dernière suture. Le cœur du garçon battait fort et régulièrement sur les moniteurs. Un rythme qui le porterait à travers des décennies de matchs, de remises de diplômes et toute la vie que Caleb avait tenté de voler aux retraités dont il avait pillé les pensions. Beau travail, a dit le docteur Rodriguez alors que nous nous lavions les mains. Ce gamin jouera en universitaire grâce à vous. J'ai enlevé ma charlotte chirurgicale, mes cheveux humides de transpiration, et j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués. 3 de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des journalistes. Le reste, de divers partenaires du cabinet de Caleb. La nouvelle avait éclaté. Dans mon bureau, je m'étais à peine assise quand Jennifer Morrison est apparue à ma porte. Fini la femme parfaitement entretenue de la soirée de vendredi. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une simple robe d'été de chez Target. Son visage, dénué de maquillage, à l'exception de traînées de mascara qui suggéraient qu'elle avait pleuré dans sa voiture. « Je peux entrer ?» Sa voix était faible, incertaine. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise avec précaution, comme si elle pouvait briser quelque chose, y compris elle-même. « Marcus a été arrêté il y a 1 heure, dit-elle, les mots sortant en cascade. Ils sont venus à la maison, le FBI. Ils avaient un mandat. Ils ont tout pris, les ordinateurs, les dossiers, même nos téléphones. J'ai dû emprunter le portable de ma voisine juste pour passer des appels. J'ai attendu, n'offrant ni réconfort ni condamnation, juste de l'espace pour qu'elle continue. Nos comptes sont gelés. Tous, même mon compte chèque personnel d'avant notre mariage. Je ne peux accéder à rien. Elle a ri, mais c'était un rire creux, brisé. Je suis allé à 3 distributeurs pour essayer de retirer de l'argent pour l'essence. La fille à la banque m'a regardé avec une telle pitié quand elle a expliqué le blocage fédéral. Je suis désolé que vous traversiez ça, dis-je, sincèrement. Quelles que soient les fautes de Jennifer, elle n'avait pas orchestré les crimes. Vraiment ? Elle a levé les yeux brusquement. Parce que j'ai ri. Vendredi soir, quand Caleb t'a dit ces choses, j'ai ri. J'ai ri de toi pendant des années, Claire. À chaque soirée, chaque rassemblement, nous l'avons tous fait. Nous t'appelions la reine des glaces, la chirurgienne robot qui ne savait pas s'amuser. L'aveu flottait entre nous comme un scalpel attendant de couper. Et pendant tout ce temps, continua TL, les larmes coulant librement maintenant, Marcus volait son propre père, des clients qui lui faisaient confiance. Il avait des liaisons, de multiples liaisons. Il y a apparemment toute une carte de crédit dont je n'ai jamais eu connaissance. L'agent du FBI m'a posé des questions sur des voyages à Vegas dont je ne savais même pas qu'ils avaient eu lieu. Elle a sorti un mouchoir de son sac à main, un sac normal, pas le sac de créateur qu'elle portait habituellement. J'étais si occupé à me sentir supérieur à toi, à rire de ton mariage, que je n'ai jamais regardé le mien. Nous vivions le même mensonge, sauf que tu as été assez intelligente pour le voir. Mon téléphone de bureau a sonné. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale, mais l'écran affichait un nom qui a fait sursauter Jennifer, Davison, Klein et Associates. Ils m'appellent tous, ai-je dit. D'anciens collègues de Caleb. Certains cherchent des informations,
essayant de déterminer leur exposition. D'autres veulent prendre leur distance, s'assurer que je sache qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le savait-il? Demanda Jennifer. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je reconnaissais. L'ancienne assistante de Caleb, Meredith. Dr Morrison, je voulais que vous sachiez que nous savions tous pour Amanda. Pour les autres aussi. Je suis désolé que nous n'ayons jamais rien dit. Il s'en vantait au happy hours. Disait que vous étiez trop concentré sur votre travail pour le remarquer. Disait qu'il prévoyait de partir une fois l'affaire de Singapour conclue. J'ai gardé des documents si vous en avez besoin pour la procédure de divorce. J'ai montré le message à Jennifer. Elle l'a lu 2 fois, son visage se crispant. Ils savaient tous, a-t-elle murmuré. À chaque soirée, chaque dîner, ils savaient tous que nos maris nous détruisaient pour le sport. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Eleanor Hartley, la mère de Caleb. Je redoutais cet appel. Je devrais prendre celui-ci, ai-je dit à Jennifer. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Claire, cette force pour laquelle il se moquait de toi. Ne la perds pas. C'est la seule raison pour laquelle tu es encore debout alors que le reste d'entre nous s'effondre. La voix d'Eleanor était nette quand j'ai répondu. Des décennies d'éducation sudiste dissimulant à peine son émotion. Claire, je te dois des excuses. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » Droit au but, comme toujours. J'ai été une belle-mère terrible. Je désapprouvais ta carrière. Je pensais que tu devrais te concentrer sur le fait de me donner des petits-enfants. Je te critiquais de ne pas soutenir les ambitions de Caleb correctement. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. J'ai engagé un enquêteur il y a 6 mois, dit-elle. Les irrégularités du compte de pension étaient trop évidentes pour être ignorées. Je sais tout, les liaisons, le vol, les mensonges. J'ai déjà parlé au procureur fédéral. Je témoignerai contre mon propre fils si nécessaire. Eleanor, il essayait de transférer la maison à mon nom. Le savais-tu? Pour cacher des actifs de poursuite potentiels. Les papiers étaient rédigés mais jamais déposés. Il a dû être distrait par ses manigances. Elle a fait une pause. Je l'ai mieux élevé que ça. Son père serait dévasté. 3 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations, et l'automne avait transformé la ligne d'horizon de Chicago en une étude de gris et d'or. J'étais assise dans mon bureau à domicile, celui dans lequel Caleb n'était jamais entré parce qu'il était trop encombré de revues médicales, en train de composer un email à Malcolm Chin, un blogueur financier dont le lectorat incluait toutes les grandes entreprises de la ville. L'objet se lisait simplement « Documentation que vous devriez voir ». Les pièces jointes comprenaient des dépôts de plaintes, des casiers judiciaires et une chronologie détaillée de la fraude que j'avais compilée avec la bénédiction de mon avocat. Chaque document était public, mais dispersé dans différentes bases de données. Je les consolidais simplement en un seul paquet dévastateur qui apparaîtrait en premier chaque fois que quelqu'un chercherait le nom de Caleb pour la prochaine décennie. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Amanda. Nous étions en contact depuis que je l'avais mise en relation avec Patricia O'Quinn, une avocate spécialisée dans les affaires contre les cadres prédateurs. Poursuite déposée ce matin. Détresse émotionnelle et discrimination liée à la grossesse. Patricia dit que le timing avec la sortie de tes documents est parfait. Merci, Claire. Je ne m'étais jamais attendu à devenir allié avec la maîtresse de mon mari. Mais Amanda avait été une victime, elle aussi. 23 ans, on lui avait dit qu'elle était spéciale, on lui avait promis un avenir qui n'allait jamais se matérialiser. Elle était maintenant enceinte de 7 mois, vivant avec ses parents dans l'Iowa, reconstruisant une vie que Caleb avait fait dérailler avec ses mensonges. Ce soir-là, j'ai assisté au gala de charité de l'hôpital pour enfants de Chicago, le même événement où j'avais rencontré Caleb 6 ans plus tôt. À l'époque, j'étais la jeune chirurgienne prometteuse qu'il avait courtisée. Maintenant, je suis entré seul, ma présence créant des vagues de conversation chuchotées dans toute la salle de bal. Claire, ma chérie, s'est approchée Margaret Whitestone, son sourire crispé de curiosité. Quelle bravoure de ta part de venir. Brave. Comme si assister à un événement caritatif demandait du courage. Comme si c'était moi qui devais me cacher. Le service des enfants a besoin de soutien, quelles que soient les circonstances personnelles, ai-je répondu, acceptant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. Tout au long de la soirée, j'ai observé la chorégraphie sociale se dérouler.
Les anciens collègues de Caleb se regroupaient dans les coins, leur corps tourné loin de toute personne entachée par l'association avec le scandale. Les anciens clients de Marcus se déplaçaient dans la pièce comme des réfugiés, essayant d'établir de nouvelles alliances alors que leurs avoirs gelés les laissaient en difficulté. Près des tables de vente aux enchères silencieuses, j'ai entendu la femme de Bradley, Jessica, parler à un petit groupe de femmes. Nous n'en avions aucune idée, bien sûr. Bradley connaissait à peine Caleb en dehors des fonctions professionnelles. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone, le gardant nonchalamment à mes côtés. S'il te plaît, Harry, une autre femme. Bradley était à toutes les soirées de garçons. Tu te souviens de ce voyage à Vegas l'année dernière? Mon mari a dit qu'il célébrait pratiquement quelque chose. Maintenant, nous savons quoi, l'affaire de Singapour. Jessica a admis, sa voix baissant. Bradley l'a mentionné une fois. Il a dit que Caleb avait trouvé une solution créative au problème de financement. Nous aurions dû savoir que créatif signifiait illégal. Ces aveux, ces petites reconnaissances d'aveuglement volontaire, étaient les pierres angulaires d'une structure plus large de responsabilité. Mon avocate serait très intéressée par la connaissance préalable de Bradley de l'affaire de Singapour. La procédure de divorce avait commencé 2 semaines plus tôt, et Caleb était arrivé avec une stratégie d'une audace à couper le souffle. Son avocat a soutenu que mon revenu chirurgical substantiel devrait être pris en compte dans le règlement, que mes gains devraient compenser son incapacité actuelle à travailler en raison des poursuites pénales. Votre honneur, avait déclaré l'avocat de Caleb, le docteur Morrison a gagné plus de 400 000 $ l'année dernière. La carrière de M. Hartley a été détruite par des allégations qui, par des accusations fédérales, a interrompu mon avocate, Diana. Pas des allégations. Des accusations basées sur des preuves que le docteur Morrison a fournies après avoir découvert l'activité criminelle de son mari. Diana a alors produit un dossier qui a visiblement fait pâlir Caleb. Nous avons découvert des portefeuilles de crypto-monnaies au nom de Monsieur Hartley, contenant environ 200 000 $ en bitcoin, achetés au cours des 18 derniers mois. De plus, il y a une collection d'art évaluée à 300 000 $, stockée dans une installation climatisée à Schaumbourg sous le nom de sa mère, mais payée avec des biens matrimoniaux. Chaque révélation était une autre entaille, précise et calculée. L'avocat de Caleb s'est démené pour répondre, mais Diana n'avait pas fini. Il y a aussi la question de l'immatriculation du bateau dans le Michigan, la propriété d'investissement dans le Wisconsin qu'il n'a jamais déclaré, et le coffre-fort à la First National contenant des pièces d'or et des obligations aux porteurs. À la fin de cette audience, la position de Caleb s'était entièrement effondrée. Il quitterait le mariage avec ses frais d'avocat pour sa défense pénale, et rien d'autre. 2 jours après l'audience de divorce, Sarah Coleman m'a contacté. La femme de Tyler avait découvert sa propre cache de preuves et voulait comparer nos notes. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille de Lincoln Park. 2 femmes liées par la singulière sororité de la trahison. Tyler enregistrait tout, a dit Sarah en faisant glisser une clé USB sur la table. Il avait cette application sur son téléphone qui enregistrait automatiquement les appels, y compris ceux avec Caleb. Les enregistrements étaient accablants, des conversations sur le déplacement d'argent, des discussions sur d'autres comptes qu'ils ciblaient, des blagues sur le fait que leur femme était trop stupide ou trop confiante pour le remarquer. Dans un échange particulièrement glaçant, ils riaient d'une enseignante à la retraite dont ils avaient vidé toute la pension. Son nom était Dorothy Pouet, a dit Sarah. Elle a enseigné en 3e année pendant 40 ans. Ils ont tout pris. Cette conversation a mené à une autre révélation. Sarah avait été contactée par 5 autres femmes, toutes liées au scandale de diverses manières. Certaines étaient des épouses de co-conspirateurs, d'autres des victimes dont les comptes de retraite de leur mari avaient été pillés. Nous avons organisé une réunion chez moi la semaine suivante. 7 femmes se sont rassemblées dans mon salon un jeudi soir. Nous avions entre 23 et 68 ans, unis par notre lien avec ce réseau de crimes financiers et de violences émotionnelles. Il y avait Margaret Chin, dont tout le plan 401K de son mari avait disparu. Patricia Williams, dont le mari avait été l'associé de Bradley avant l'effondrement du cabinet. Linda Martinez, qui a découvert que son mari avait facilité le blanchiment d'argent. Nous ne sommes pas seulement des victimes, ai-je dit en ouvrant la réunion. Nous sommes des témoins. Nous avons des informations qui peuvent élargir cette enquête, garantir que toutes les personnes impliquées soient tenues pour responsables. Margaret a hoché la tête fermement. Je documente tout depuis des mois. Mon mari pensait que je ne comprenais rien à la finance parce que j'enseignais à l'école primaire.
Il avait tort. Autour d'un verre de vin et de preuves soigneusement organisées, nous avons construit notre dossier. Chaque femme a apporté des pièces, des conversations enregistrées, des documents suspects, des dossiers financiers qui ne collaient pas. Patricia avait des emails montrant que le crime remontait à 5 ans. Linda avait des photos de réunions qui n'étaient soi-disant jamais tenues. Ils nous prenaient pour des décorations, a dit Linda, sa voix stable d'une colère contenue. De jolies choses à exposer dans les soirées pendant qu'ils bâtissaient leurs empires sur le vol. Ils n'ont jamais imaginé que nous prêtions attention. À la fin de cette soirée, nous avions suffisamment de preuves supplémentaires pour élargir considérablement l'enquête fédérale. Notre conversation de groupe est devenue un centre de commandement pour la responsabilité. Chaque femme s'est engagée à veiller à ce que la justice aille au-delà des seuls conspirateurs principaux. En nettoyant après le départ de tout le monde, j'ai trouvé un post-it que Sarah avait laissé sur mon comptoir de cuisine. Il nous appelait des femmes trophées. Montrons-leur de quoi sont vraiment faits les trophées. D'or massif et impossible à briser. J'ai rangé la note de Sarah dans mon tiroir de cuisine, un petit rappel de la solidarité que nous avions bâtie à partir d'une dévastation partagée. 9 mois s'étaient écoulés depuis ce premier rassemblement, et aujourd'hui, nous allions toutes nous asseoir ensemble à nouveau, mais cette fois dans une salle d'audience fédérale pour la condamnation de Caleb. Le palais de justice se dressait contre un ciel de février rigoureux, ses colonnes de calcaire ressemblant déjà à des barreaux. Je suis arrivé tôt, voulant relire ma déclaration d'impact de la victime une dernière fois. Le papier tremblait légèrement dans mes mains, non pas de peur, mais du poids de parler pour tant de personnes qui avaient été réduites au silence par la honte et la confusion. La salle d'audience s'est remplie progressivement. Eleanor est arrivée, vêtue de noir, son visage composé, mais vieilli par des mois de révélation sur le fils qu'elle avait élevé. Derrière elle, les autres femmes de notre groupe sont entrées. Margaret, Patricia, Linda, Sarah, et 3 autres qui nous avaient rejointes à mesure que l'enquête s'élargissait. Amanda n'était pas là, trop proche de sa date d'accouchement pour voyager, mais elle avait envoyé sa propre déclaration écrite pour que le juge l'examine. Quand ils ont amené Caleb, la combinaison orange avait remplacé ses costumes sur mesure, et la détention fédérale avait usé son extérieur soigneusement entretenu. Il avait perdu du poids, son visage était émacié, la confiance qui commandait autrefois les pièces réduites à quelque chose de creux. Ses yeux ont cherché dans la galerie jusqu'à ce qu'ils trouvent les miens, soutenant mon regard un instant avant que je ne détourne les yeux. Madame Hartley, m'a adressé le procureur lorsque mon tour est venu. Vous pouvez livrer votre déclaration. Je me suis levé, mes talons claquant contre le sol de la salle d'audience avec le même rythme qu'ils avaient eu en quittant le Penthouse de Marcus cette nuit-là. Le pupitre semblait solide sous mes mains alors que je commençais. Votre honneur, je ne suis pas ici pour parler de l'argent que Caleb a volé, bien que les dommages s'étendent à des dizaines de familles. Je suis ici pour parler du vol qui n'apparaît pas dans les dossiers financiers, la destruction systématique de la confiance, déguisée en mariage. Caleb a bougé sur son siège, ses chaînes faisant un petit bruit métallique. Pendant 5 ans, j'ai été marié à un homme qui traitait la cruauté comme un divertissement, qui m'humiliait publiquement lors de rassemblements sociaux, puis me manipulait pour me faire croire que j'étais trop sensible quand je m'y opposais. J'ai trouvé des reçus cachés dans son bureau à domicile. Des bijoux, des sacs à main de créateurs, des soins spa. Des cadeaux achetés mais jamais offerts, gardés comme des trophées de tromperie, pendant qu'il me disait que nous devions budgétiser plus attentivement. Eleanor a émis un petit son, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ces mêmes reçus étaient classés avec la documentation pour l'appartement d'Amanda Harrison, comme si la trahison n'était qu'une autre dépense professionnelle à classer et à archiver. Il tenait des tableurs, votre honneur, de véritables tableurs suivant ses mensonges, ses liaisons, son argent volé, avec la même précision qu'il utilisait pour suivre nos dépenses ménagères, tout en me disant que mes achats d'équipements chirurgical étaient excessifs. J'ai regardé directement Caleb, le voyant se recroqueviller sur lui-même. Lors d'une soirée, devant ses collègues et amis, il m'a dit qu'il préférerait embrasser son chien plutôt que de m'embrasser, que je ne répondais pas à ses critères. Cette pièce a ri pendant que mon mariage se terminait publiquement, transformé en divertissement pour des gens qui connaissaient ses liaisons, son vol, sa faillite morale complète, mais n'ont rien dit parce que c'était plus amusant de me regarder ne pas savoir. Le juge s'est légèrement penché en avant, son expression grave. Les crimes financiers ont détruit des retraites et des avenirs. Mais la violence émotionnelle qu'il a exercée a détruit quelque chose de plus profond. La capacité à faire confiance, à se sentir en sécurité dans sa propre maison, à croire que l'amour signifie plus que la performance et la possession.
Il n'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé des années de ma vie, ma confiance, ma foi dans le partenariat. Ce vol n'a pas de montant de restitution. Je suis retourné à ma place pendant que d'autres faisaient leur déclaration. Dorothy Pouet, l'enseignante à la retraite, parlant de la perte de toute sa pension. Le père de Marcus décrivant la trahison d'avoir fait confiance au meilleur ami de son fils. La déclaration écrite d'Amanda, lue à voix haute, sur la prédation au travail et les promesses abandonnées. Quand le juge a finalement parlé, sa voix portait le poids de tout ce qu'il avait entendu. Monsieur Hartley, les lignes directrices fédérales suggèrent 5 ans pour vos crimes financiers. Cependant, les facteurs aggravant ici la violation de la confiance fiduciaire, l'exploitation des biens matrimoniaux, la nature systématique de votre tromperie justifie un écart par rapport à ces lignes directrices. Je vous condamne à 7 ans de prison fédérale. Le marteau est tombé avec finalité. Alors que les gardes se préparaient à l'emmener, Caleb s'est tourné vers moi, articulant des mots qui ressemblaient à « je suis désolé ». Mais je me tournais déjà, cherchant la main de Sarah, puis celle de Margaret, créant une chaîne de femmes qui avaient survécu à une dévastation similaire et trouvé la force dans une vérité partagée. Eleanor s'est approchée alors que nous quittions la salle d'audience. Claire, ce qu'il a dit là-dedans. Je n'ai jamais compris ce qu'il t'a fait subir. J'ai échoué en tant que belle-mère, et j'en suis profondément désolé. Ce soir-là, mon appartement s'est rempli des mêmes femmes qui s'étaient rassemblées des mois plus tôt, mais l'atmosphère était passée du deuil à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sarah est arrivée avec du champagne acheté avec les fonds des avoirs saisis de Tyler, un détail qui nous a toutes fait sourire sombrement. À la justice, a levé son verre Margaret. À la survie, a ajouté Patricia. Pour ne plus jamais être silencieuse, a conclu Linda. Nous avons partagé des nouvelles de nos nouvelles vies. Sarah était de retour à l'école, poursuivant le diplôme de droit qu'elle avait abandonné quand Tyler l'avait convaincu qu'il n'avait pas besoin de 2 carrières. Margaret avait créé une fondation aidant les victimes âgées de fraude financière. Patricia fréquentait de nouveau quelqu'un, lentement, prudemment, mais avec espoir. J'ai reçu une lettre d'Amanda, ai-je annoncé, la sortant de mon sac. Elles se sont rassemblées autour de moi alors que je lisais à voix haute. Elle était enceinte de 8 mois maintenant, prévoyant d'élever l'enfant seule avec le soutien de ses parents. Elle écrivait également un livre sur les relations prédatrices au travail, me demandant si j'en écrirais la préface. Je veux l'appeler critère, expliquait sa lettre, parce que les hommes comme Caleb parlent toujours de critères alors qu'ils n'en ont aucun. L'ironie amère n'a échappé à aucune d'entre nous. Alors que la soirée se terminait et que les femmes commençaient à partir, chaque départ était accompagné de longues étreintes et de promesses de maintenir nos dîners mensuels. Nous étions devenus une famille improbable, liée par la trahison, mais définie par notre résilience. Sarah a été la dernière à partir, s'arrêtant à ma porte. Tu sais ce qui m'a le plus frappé dans ta déclaration aujourd'hui? Tu n'as pas seulement exposé ce qu'il a fait. Tu as exposé qui il était vraiment. Il y a quelque chose de puissant dans ce genre de vérité. Après son départ, je suis resté à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part en détention fédérale, Caleb commençait sa peine de 7 ans. Quelque part dans l'Iowa, Amanda se préparait à la maternité. Quelque part dans cette ville, d'autres femmes vivaient avec des secrets similaires, une honte similaire, une confusion similaire entre l'amour et le contrôle. J'ai pensé à la femme que j'avais été à la fête de Marcus, debout, figée, pendant que des étrangers riaient de mon humiliation. Elle me semblait être quelqu'un que j'avais connu autrefois, mais dont je pouvais à peine me souvenir maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, peut-être, mais aussi de plus clair. Quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne consistait pas à endurer la cruauté, mais à l'exposer, complètement et sans excuse. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées du penthouse de Marcus, projetant de longues ombres sur les sols en marbre qui avaient été témoins de mon humiliation publique exactement 1 an auparavant. L'agente immobilière, une femme énergique nommée Beth, qui ne connaissait pas l'histoire de cet endroit, a fait un geste enthousiaste vers la vue. Le vendeur est très motivé, dit-elle, sa voix résonnant dans les pièces vides. Les syndics de faillite veulent vendre rapidement. À la moitié du prix d'achat initial, c'est une opportunité incroyable. J'ai marché jusqu'à l'endroit où je m'étais tenu, figé, pendant que Caleb me comparait à un chien, passant ma main sur le verre froid. Les portes de la terrasse étaient ouvertes, et je pouvais voir l'espace où les couples avaient dansé cette nuit-là. Le même marbre, les mêmes murs, mais dépouillés de meubles et de prétentions. L'endroit semblait plus petit, en quelque sorte, moins intimidant.
Les frais de maintenance sont raisonnables pour une propriété de ce calibre, a poursuivi Beth, consultant sa tablette. Et avec votre montant de préapprobation, vous pourriez facilement. Je passe, dis-je doucement, me surprenant par la certitude dans ma voix. Beth avait l'air confuse. Mais vous n'avez même pas vu la suite parentale ou le. Je n'ai pas besoin de posséder cet espace pour savoir que je l'ai déjà conquis. Je me suis détourné de la fenêtre, jetant un dernier regard à la pièce vide. Certaines victoires ne nécessitent pas la possession. Parfois, s'en aller est le vrai triomphe. Alors que l'ascenseur descendait, je me sentais plus légère à chaque étage que nous passions. Je n'avais pas besoin de transformer ce pantouse en autre chose. Ma transformation avait déjà eu lieu, sans avoir besoin de revendiquer ce morceau particulier de l'immobilier. 2 semaines plus tard, mon article est paru dans le New England Journal of Medicine. Quand le succès aveugle, les professionnels à haut rendement et la tromperie du partenaire intime, examinaient comment les individus axés sur leur carrière, en particulier en médecine et en droit, manquaient souvent les signes d'abus émotionnels et financiers dans leurs relations personnelles. La réponse a été immédiate et écrasante. Ma boîte de réception de l'hôpital s'est remplie de messages d'autres médecins, avocats, cadres, principalement des femmes, mais aussi quelques hommes, partageant leurs propres histoires sur la façon dont le succès professionnel les avait rendus cibles de partenaires prédateurs qui voyaient la réussite comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à admirer. La Harvard Medical School m'a contacté en premier, m'invitant à prendre la parole à leur conférence sur le bien-être des médecins. Puis Stanford, Johns Hopkins, et des dizaines d'autres institutions. Chaque conférence révélait le même schéma, des professionnels accomplis, si concentrés sur leur carrière qu'ils avaient justifié les signaux d'alarme comme du stress, rejeté la cruauté comme de l'amour vache, rationalisé l'exploitation comme un partenariat. Votre article a sauvé mon mariage, m'a dit une jeune résidente après une conférence à Boston. Non pas parce qu'il m'a aidé à le réparer, mais parce qu'il m'a aidé à réaliser qu'il n'y avait plus rien à réparer. Je pratiquais une réanimation sur quelque chose qui était mort depuis des années. Cette phrase, pratiquer une réanimation sur quelque chose de déjà mort, avait résonné avec tant de lecteurs qu'elle est devenue le titre officieux de mes conférences. 3 mois après la publication de l'article, je me tenais dans le jardin de mes parents à Milwaukee, regardant mon père souffler 70 bougies sur un gâteau que ma mère avait passé 2 jours à perfectionner. Les mêmes membres de la famille qui avaient assisté à mon mariage avec Caleb étaient là. Mais l'atmosphère était différente maintenant, plus légère. Personne ne faisait plus semblant. Je ne l'ai jamais aimé, a annoncé ma tante Patricia après son 3e verre de vin. Sa poignée de main était trop ferme, comme s'il essayait de prouver quelque chose. Tu as dit qu'il semblait charmant, lui a rappelé ma mère. J'ai dit que ses dents étaient très blanches. Ce n'est pas la même chose. Tout le monde a ri, et j'ai réalisé que c'était la première réunion de famille où l'absence de Caleb ressemblait à une présence valant la peine d'être célébrée plutôt qu'évitée. Claire, ma chérie, a appelé mon père. Viens ici. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres correctement. David Patterson se tenait près du jardin que ma mère entretenait religieusement, semblant étonnamment à l'aise en jean et chemise décontractée au lieu de sa tenue habituelle de procureur fédéral. Nous avions développé une amitié inattendue au fil des mois de préparation du procès, bâtie sur un respect mutuel et absolument aucune nuance romantique. Ton père m'a invité, a expliqué David, l'air légèrement embarrassé. Il a dit que je devais goûter la salade de pommes de terre de ta mère avant de pouvoir prétendre comprendre le Midwest. Et, ai-je demandé. Ça change la vie, a-t-il admis. Je pourrais avoir besoin de la recette comme preuve. Mon père rayonnait, clairement satisfait de sa tentative de mise en relation, malgré mes explications répétées que David et moi n'étions que des amis. Ce que mon père ne comprenait pas, ce que la plupart des gens ne comprenaient pas, c'était la valeur de cette amitié. David me traitait comme une égale. Il sollicitait mon avis sur des affaires impliquant des crimes financiers contre des conjoints. Il n'a jamais suggéré une seule fois que ma force était intimidante ou que mon succès était excessif. Eleanor a appelé hier, a mentionné David doucement, alors que mon père était distrait par l'arrivée des petits-enfants. Caleb fait appel de sa sentence. Qu'il le fasse, dis-je, regardant ma mère s'agiter autour des enfants de ma sœur. Les appels nécessitent de nouvelles preuves. Tout ce qu'il a, ce sont les mêmes vieux mensonges dans un ordre différent. 6 mois plus tard, je me tenais dans une salle d'opération, me préparant pour l'une des chirurgies les plus délicates de ma carrière. La fille de 17 ans de la sénatrice Rebecca Walsh avait besoin d'une réparation valvulaire complexe, le genre de procédure qui exigeait une précision absolue et des mains sûres.
7 heures plus tard, je suis sorti de la chirurgie pour trouver la sénatrice qui attendait, les larmes aux yeux. Vous lui avez sauvé la vie, dit-elle en me serrant les mains. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Je faisais mon travail, ai-je répondu, la même réponse que je donnais à chaque parent reconnaissant. Non, dit-elle fermement. C'est plus qu'un travail. C'est un don. Avez-vous déjà envisagé la politique de santé? Je forme un comité sur la réforme de l'accès aux soins médicaux. Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Des gens qui comprennent à la fois le coût humain et les réalités pratiques. J'ai réfléchi à l'offre au cours des semaines suivantes. Cela signifierait moins de temps en chirurgie, plus de temps à Washington. Moins de guérison directe, plus de changements systémiques. Le genre d'opportunité pour laquelle Caleb aurait tué, le prestige, le pouvoir, la proximité de l'influence. Mais je n'étais pas Caleb. Je n'avais plus besoin de validation externe pour connaître ma valeur. Debout dans mon bureau, regardant la lettre d'acceptation pour le poste au comité, j'ai pensé à cette femme sur la piste de danse, celle qui s'était penchée pour un baiser et avait reçu une humiliation publique à la place. Elle avait été si désespérée de connexion qu'elle avait ignoré chaque signal d'avertissement, chaque signal d'alarme, chaque moment de cruauté déguisé en humour. Cette femme avait dû être détruite pour que celle-ci puisse émerger. La cruauté de Caleb ne m'avait pas brisé. Elle avait brisé la coquille dans laquelle je ne savais pas que je vivais. Son rejet public m'avait forcé à rejeter la vie que j'acceptais, la diminution que je normalisais, la cage que je décorais au lieu de m'en échapper. J'ai signé la lettre d'acceptation du comité avec les mêmes mains stables qui avaient sauvé la fille de la sénatrice, qui avaient emballé les affaires de Caleb, qui avaient tenu le micro lors d'innombrables conférences où je disais la vérité sur les mariages qui semblaient parfaits de l'extérieur, mais qui étaient des scènes de crime à l'intérieur. La femme qui s'était tenue figée sur cette piste de danse avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas d'être choisi, validé ou inclus. Il venait du fait de se choisir soi-même, de valider sa propre valeur et d'inclure sa propre voix dans les conversations qui comptaient. Certains mots piquent, d'autres guérissent. Mais les mots les plus vrais, ceux qui tranchent le plus profondément, sont ceux que nous nous disons enfin à nous-mêmes. Je mérite mieux. Je suis assez. Je me choisis. Si cette histoire de vengeance calculée a résonné en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Claire a sorti son téléphone à la fête et a commencé à révéler ses audits judiciaires, regardant la victoire suffisante de Caleb se transformer en une dévastation complète. Quel a été votre moment le plus satisfaisant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de trahison et de triomphe. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.